Donc, je vais commencer par vous parler livres adaptés pour les enfants déficients visuels, puisque c'est quand même notre cœur de travail depuis le départ. Puis, à la fin, je vous parlerai du travail que l'on mène autour de la déficience intellectuelle. Et on a l'honneur que Camille, qui a participé à un groupe de travail avec nous, soit là et témoignera voilà, sur le travail qu'elle a fait avec nous. Ça fait déjà 2 ans. 2 ans. Oui. Et on va repartir sur un nouveau projet ensemble. Voilà, le livre tactile et la co-conception avec les jeunes publics. Donc, je voulais revenir un petit peu sur... Ah pardon, j'en oublie mon masque. Mais en or, donc, fête ces 11 ans, même si c'était pour nos 10 ans, en fait, nos 11 ans. Et je voulais revenir un petit peu sur le parcours et l'évolution de ce que l'on propose depuis 10 ans. Donc aujourd'hui, on fait donc de l'édition d'albums tactiles, braille, gros caractères. Je vais revenir un petit peu après sur ce que c'est. Des livres en braille et en gros caractères, donc sans images tactiles. On fait l'édition maintenant de livres en FALC, facile à lire, à comprendre, ou français simplifié. Pour l'instant, on n'en a sorti qu'un, mais on a des projets en cours. Et on a créé des outils de médiation parce que on estime que, j'estime, et enfin, je pense que tous les éditeurs de l'édition adaptée nous le diront, nous sommes éditeurs, mais je pense qu'on est avant tout aussi des médiateurs. On ne peut pas être éditeur de l'édition adaptée et ne pas être des médiateurs, parce qu'on a besoin de connaître nos publics, de bien les connaître. Et donc, on peut être vraiment un pont, une passerelle, justement, entre le milieu du livre, de l'éducation et la création de ces livres. Donc, on se positionne vraiment comme médiateur. C'est aussi pour ça qu'on propose de la formation professionnelle pour accompagner les bibliothèques à mieux accueillir, mieux comprendre les besoins de ces publics, sans qu'un bibliothécaire devienne un professionnel du médico-social, mais tout simplement qu'il ait des outils, des astuces, et qu'il enclenche une nouvelle façon d'approcher ces publics à besoins spécifiques pour mieux les accueillir. On forme aussi à mener des ateliers de sensibilisation pour que lorsque nous, on repart, vous soyez capable de mener par vous-même de la sensibilisation. Et c'est, je pense, fera qu'on arrivera à une société in fine plus inclusive. Et on propose aussi des animations autour du braille, du tactile. On propose aussi des ateliers de co-création et de co-conception où on mélange différents types de publics, comme on a pu le faire avec Trisomie 21, et vous verrez, il y aura une vidéo tout à l'heure. On a fait aussi à la bibliothèque de Nexon, on a mêlé des collégiens, lambda, parce que je ne sais pas comment les appeler, lambda, avec des adultes déficients intellectuels d'un foyer de vie qui avaient plus de 50 ans. Je pense que rien n'aurait amené à faire que ces gens-là, enfin que ces enfants rencontrent ces adultes. Et ça a été vraiment une belle expérience enrichissante lorsque une jeune de 6e qui sait très bien dessiner est avec Jean-Marie à côté qui ne sait ni lire ni écrire, et qu'elle lui donne les crayons pour qu'il puisse colorier son dessin. Là, il se crée voilà, une osmose, quelque chose, vraiment un moment important. Et on crée ces moments en bibliothèque parce que je veux que ces publics sortent du médico-social. Je me refuse à ce que ça se fasse dans le médico-social. Je veux que ça se fasse dans des lieux culturels, dans des lieux de vie où tout le monde va. Donc, voilà un petit peu. Alors, pour nos collections, dans nos collections, on propose des livres adaptés. Dans les livres adaptés pour les enfants déficients visuels, on a plusieurs collections. Une collection éduquée braille, tacti braille, qui est plutôt pour tacti braille pour les petits, c'est niveau maternel, avec des images tactiles, du braille, du gros caractère. Éduquée braille, on est plus dans des livres un peu éducatifs, comme l'alphabet braille. On a complété nos collections avec des livres-jeux, parce qu'il y a un grand manque en fait, chez les enfants déficients visuels. Au primaire, tous les enfants aiment bien avoir des livres un petit peu jeux, un peu ludiques, notamment au moment des vacances, par exemple, et pas que. Donc, on s'est posé ces questions-là aussi. Ils ont le droit, comme les autres, après tout, à avoir
ce genre d'outils adaptés. Vous pourrez voir le livre Tacti-Jeu qui a été créé par un transcripteur qui est sur la table, et on est en train de créer la version 2. Puis après, on a créé une collection qui s'appelle Je lis et déjà en braille pour les débuts de la lecture, avec un petit peu moins d'images tactiles, mais encore des images avec toujours du braille et du gros caractère pour une double lecture entre voyants et non-voyants. Et cette collection, elle a été importante pour moi parce que je l'ai vue évoluer avec ma vie privée. En fait, nos enfants, il y a eu un moment, il y avait des albums tactiles qui étaient proposés par Les Doigts qui rêvent avant que Manor arrive. Et finalement, il y avait les albums. Et puis après, on passait à quoi? Après les albums, on passait à du tout braille. Je mets au défi un enfant qui rentre dans la lecture au primaire de lire des livres avec que du texte en noir. Enfin, un enfant voyant, on n'imaginerait pas encore leur donner des livres sans images. Donc la réflexion était de se dire, ok, mais à la fois les textes sont plus longs, le braille ça prend beaucoup de place, donc il fallait réfléchir à un format qui pouvait être quand même pris dans la main, qui soit pas trop grand, trop lourd, etc. Donc on a glissé petit à petit vers le fait de développer ces collections-là. Et Médoc en braille aussi, parce que finalement, pareil, il n'y avait pas de livres documentaires. On nous demandait des livres sur les dinosaures, chose qu'on n'a toujours pas fait d'ailleurs, ou ce genre de choses. On a commencé par l'histoire de France, et là on a sorti un coffret sur l'Égypte antique, voilà, où à la fois on retrouve toujours du braille, du gros caractère et des images tactiles. Et chaque mois, on adapte les belles histoires en braille et gros caractère pour une double lecture entre voyants et non-voyants aussi. Et je veux préciser les besoins spécifiques de la différence entre malvoyance et la non-voyance ou la cécité, parce que souvent on fait beaucoup d'amalgames. Donc les malvoyants lisent en gros caractères, peuvent lire en audio ou avec des logiciels d'agrandissement si on part sur du numérique. Les personnes dites en cécité peuvent être braillistes, ils ne sont pas tous braillistes, ils ne savent pas tous lire le braille, puisque seulement 9% des adultes non-voyants sont braillistes, souvent parce qu'ils ont perdu la vue avec l'âge et qui n'ont pas appris le braille, parce que ça leur semble trop compliqué. C'est pas impossible, mais en tous les cas, voilà, ils n'ont pas eu cette possibilité-là. Donc le braille, dans le braille, il y a le braille papier, il y a le braille numérique. On a Fernando qui va nous parler du numérique après. Et ce n'est pas à négliger parce que c'est un format qui est indispensable pour les non-voyants. Il y a l'album tactile pour les petits, mais aussi pour des parents, lorsqu'on est parent, adulte, non-voyant, comment on lit une histoire à son enfant. Si on n'a pas de tel livre, en fait, on ne peut pas lire des histoires à ses enfants. Et l'audio, bien sûr, pour les non-voyants, et les lecteurs d'écran. Donc, qu'est-ce qu'un livre adapté? C'est un livre, j'ai mis quelques photos, mais c'est pas très très clair, je crois, avec donc une double écriture, braille et gros caractère. C'est important que ce soit sur la même page, parce qu'il est important de pouvoir lire sur le même livre en même temps. Lorsque l'enfant non-voyant est dans l'apprentissage de la lecture, il caresse les mots, et s'il a du mal à lire, l'adulte qui l'accompagne, il peut ne pas être lecteur brailliste, et il sait où il en est, il peut suivre la lecture avec lui, et c'est indispensable pour favoriser justement cet apprentissage et cette entrée dans la lecture pour les enfants non-voyants. On va retrouver, alors moi je crois que si c'est lisible, on va retrouver un petit peu les mêmes caractéristiques pour le gros caractère finalement que tout à l'heure Florence, une police sans empattement. Alors, il a été créé récemment, il y a un peu plus de 2 ans maintenant, une police qui est téléchargeable gratuitement, qui s'appelle Luciole, qui a été créée pour les personnes malvoyantes. Avant, on utilisait beaucoup Arial, Verdana aussi, certaines polices qui finalement étaient dites adaptées pour les malvoyants, mais qui étaient en fait parmi les polices qui existaient, les moins pires, si je puis dire. Et donc, plusieurs personnes se sont penchées sur la recherche d'une police créée spécifiquement pour les malvoyants, et elle fonctionne plutôt très bien, et en plus elle est assez jolie, ce qui ne gâche rien. Et elle est efficace à partir d'un corps 16. En dessous, elle n'a pas trop d'intérêt puisqu'elle est faite pour être en gros caractère. Et donc un gros caractère, c'est à partir de 16. Chez nous, on est en gros caractère au-dessus de 20. Et nous, tous nos livres sont au moins entre 20 et 24 minimum. Donc on est loin du 16.
parce qu'on est vraiment dans la grande déficience visuelle. Un interlignage plus important, un texte non justifié, et sur un même document, les titres, numéros de page et autres informations récurrentes doivent apparaître toujours au même endroit, et pas de fioritures, d'images derrière le texte. On retrouve beaucoup dans les albums jeunesse de l'image sous le texte ou des dessins sous le texte, et ça gêne à la lecture, c'est difficile à lire. Et finalement, lorsqu'on applique tout ça, on arrive à faire des beaux livres aussi, et ils sont plus faciles à lire pour tout le monde, même pour le parent le soir qui est fatigué et qui raconte l'histoire à son enfant. Je peux vous l'assurer. Parce que parfois, on se casse les yeux sur certains livres, sur certaines histoires qui ne sont pas toujours très claires. Ensuite, on travaille les images tactiles avec différentes textures, différentes matières. Alors, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Je ne vais pas aller très loin sur le sujet aujourd'hui, mais on les pense par et pour les enfants déficients visuels. Systématiquement, on fait une maquette qu'après, on va tester avec des enfants. Parfois, on teste même avec des adultes, parce que le retour, le regard n'est pas le même, et il est intéressant aussi. Et il ne s'agit pas juste de mettre en relief une image visuelle, mais bien de se demander qu'est-ce qui a du sens pour la personne non-voyante, voilà, dans sa compréhension. Et voilà, ça c'est vraiment fondamental. Là, sur cette page, je vous ai mis, je vous parlais donc d'un texte adapté, non justifié aussi. Il y a un exemple à gauche, vous avez un texte qui n'est pas adapté, qui est dans une taille normale, justifié, etc. Et à droite, vous avez un texte en police luciole qui est aéré, structuré pour être adapté. Je pense que c'est visuel, c'est clair, on voit tout de suite qu'il y en a un qui est tout de suite lisible. Même moi, là, de loin, celui qui est adapté, je peux le lire sans me casser les yeux. L'autre, je n'y arrive pas. Voilà. Alors, lorsque je vous disais qu'on est médiateur aussi du livre et de l'édition adaptée, tout ceci nous a amené, donc, à force de faire de la co-construction avec les enfants déficients visuels, on avait aussi créé, nous, une application numérique où on a vraiment impliqué les enfants dès le départ dans la réflexion, dans la conception. Toutes les idées sont parties d'eux, finalement, quelles étaient leurs envies, leurs besoins, que ce soit pour des livres tactiles parfois aussi. On s'est rendu compte que derrière, en allant discuter avec des professionnels en bibliothèque ou dans ce milieu-là, on me disait, ben oui, mais en fait, les livres, ils sont super, mais finalement, on en achète, mais on ne sait pas quoi en faire. Enfin, vraiment, j'ai régulièrement entendu ça, on ne sait pas trop comment les utiliser, puis on a peur qu'on les abîme, enfin bon, voilà, parce qu'ils sont chers. Donc on s'est mis à réfléchir, à se dire, ok, ils ne savent pas comment les utiliser, mais nous, ça nous paraît un peu aberrant. Nous, on a plein d'idées, donc on va se mettre tous autour de la table et on va réfléchir justement à créer des outils pour faciliter en fait l'utilisation de tous ces outils. Donc on a créé un guide qui s'appelle Handizoom, la déficience visuelle, qui est vraiment qui a été pensé pour les bibliothécaires, pour des familles aussi qui ont des enfants déficients visuels, ou pour des enseignants, des éducateurs. Voilà, pour mieux comprendre, c'est une vulgarisation des besoins liés à la déficience visuelle. Et dedans, on vous donne toutes nos astuces pour mener des ateliers de sensibilisation. Et pour ça, on a fait des ateliers aussi. On est allé voir des bibliothécaires, des professionnels de terrain pour répondre à leurs questions. On travaille sur une version sur la déficience intellectuelle. Depuis le Covid, on a un peu du mal à avancer dessus. Et on a créé une mallette Handikit, la déficience visuelle, parce que c'est revenu systématiquement. Mais nous, il nous faudrait un kit clé en main, un kit clé en main, un kit clé en main. OK. Donc on a créé ce kit. On l'a mis en test dans 5 structures, des bibliothèques municipales, centres de loisirs, bibliothèques départementales de près, dans des écoles, et la 5e, j'ai oublié. BU, bibliothèque universitaire. Voilà. Et avec les retours, ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, on a modifié, fait évoluer. Et donc, on a créé ce Handikit, la déficience visuelle. Donc, avec ce kit, c'est un kit clé en main. Normalement, vous pouvez faire des ateliers par vous-même. On peut former aussi à l'utiliser pour être plus à l'aise. Normalement, dedans, il y a des fiches pédagogiques, il y a tout le matériel pour pouvoir faire des animations. Donc, je sais que souvent, les bibliothèques les achètent aussi pour prêter aux écoles.
Et moi, je sais que parfois, lorsque je vais dans les bibliothèques ou dans les structures faire des animations et que je l'utilise, derrière, j'ai les enseignants qui me disent « mais je peux l'emprunter là le mois prochain pour mes collègues et pour refaire à l'école ». Voilà, vraiment, ça leur plaît. C'est un outil qui fonctionne très bien. Donc voilà, je pense que tous ces outils ils sont importants parce que moi j'aime que quand nous on fait des choses, c'est des one-shots, on vient, on voit une classe, deux classes et puis après on repart et voilà, qu'est-ce qui se passe finalement après. Et on sait que c'est aussi dans la redondance que les choses elles s'ancrent. Donc c'est important, je pense, de laisser des outils qui peuvent être utilisés par tous pour créer voilà, cette médiation au quotidien. Et donc, je vais faire un bond d'un projet à un autre. Tous ces projets qu'on a co-construits aussi avec soit des professionnels, avec des enfants déficients visuels. Lorsqu'on a rencontré des professionnels avec des ateliers qu'on avait menés en 2018, on s'est rendu compte qu'il y avait un gros manque dans le facile à lire et à comprendre ou français simplifié, parce que depuis, nous, on se dit que le FALC, c'est bien, mais que parfois le français simplifié sur des livres, c'est-à-dire créer du français simplifié, on est en train de se poser la question, on se dit que c'est peut-être mieux. Enfin, d'autant plus sur du roman ou sur du livre qui doit être lu un peu comme un roman. Et donc on s'est dit, ok, nous en fait ça nous intéresse. Moi, faire des livres avec des déficients intellectuels, pourquoi pas. Et on s'est dit, mais finalement, ils aiment quoi? Qu'est-ce qui les intéresse? Puisqu'a priori, il y a un manque, il n'y a pas assez. C'était des éducateurs, des bibliothécaires qui nous le disaient. Donc on est allé à la rencontre ici de Trisomie 21. Depuis, on a rencontré d'autres structures aussi. Et on leur a dit, écoutez, on vous propose, on va faire un projet ensemble, on va créer un livre ensemble, quoi. Et ça a remporté un grand succès, au-delà de ce qu'on espérait. Et je vais vous passer une vidéo pour... À lire et à comprendre a été co-créé avec de jeunes adultes porteurs de trisomie 21 ou du syndrome de l'X fragile. Voici leur histoire. On voit les ateliers sur les images. Peuple du monde, ici et d'ailleurs, formez une ronde, unissez vos cœurs, qu'importe ta couleur, tes chromosomes, tes compétences, oublie tes malheurs. La vie invite à sa danse. Je suis différente, parce que je suis unique, je suis vivante. Écoute la musique, c'est de l'humanité. Tout entière, ce qui peut rassembler tous les êtres de la Terre. Ah oui, justement, bien sûr, tu l'avais dit, On voit les ateliers où ils dessinent, où on réfléchit au texte. Oui. Oui. Tous les oiseaux là. Avec vous préférez des feutres, Mathilde, j'ai envie de dessiner? Non, c'est pas obligé, hein. Voyage qu'on a fait aussi pour les décors. J'aime beaucoup participer à ce livre parce que je trouve ça un beau projet et c'est aussi un de mes rêves aussi. Qu'on puisse donner chacun nos idées, je trouve ça magnifique. On est un bon groupe et pour envie que ça continue, pour envie qu'on puisse réécrire un livre, moi je suis partant. Voilà, ça m'a plu, ça m'a touché. Et voilà, et je vais continuer aussi. Un immense merci à Benjamin, Camille, Cédric, Damien, Elodie, Jessica, Mathilde, Miguel, Sarah et Thomas, nos nouveaux héros. Commandez notre livre sur www.mesmainsenor.com et découvrez notre nouvelle collection Planète Falk.
Donc voilà, je pensais qu'une vidéo, c'était plus parlant pour vous montrer. Je suis désolée, c'est vrai que les images ne sont pas très décrites. On voyait donc les ateliers et je crois qu'on voit la joie qu'ils ont tous eu à participer. On a beaucoup ri, on a dansé, on a chanté, on s'est découvert. Au premier atelier, Sandrine, qui ne peut pas être là parce qu'elle est au Canada cette année, qui est autrice et qui a participé avec moi à ce projet, et Claire Gaudriot, l'illustratrice, évidemment, me disait mais on va faire quoi? Comment on s'y prend? Et c'est quoi le thème? Et j'ai dit, en fait, je sais pas. Je sais pas. On va prendre nos méthodes de co-conception, de co-design, et puis on va aller leur demander finalement à eux qu'est-ce qu'ils ont à nous dire et qu'est-ce qui les intéresse. Et ça a commencé comme ça. Alors maintenant, depuis, on a appris à les découvrir. Et là, on va partir cette année sur un nouveau projet où là, on a imposé le thème. Le thème, ça va être la beauté. On va co-construire ensemble un livre sur la beauté. On a des idées d'exposition. Bref. Et on lance aussi un concours, un appel à manuscrits Falck, parce qu'on sait qu'il y a des projets qui sont au fond des tiroirs, souvent qui sont faits par des enseignants ou des éducateurs ou même des familles, souvent pour un enfant ou pour un jeune. Enfin, je dis enfant parce que c'est plutôt adolescents et jeunes adultes. Et on voudrait les faire sortir des tiroirs et peut-être donner vie à ceux qui en valent la peine, qui sont des bonnes adaptations. Donc voilà. Et donc je voulais donner la parole à Camille. Camille, oui, tu peux, je pense, enlever ton masque. Et est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu as à nous dire par rapport au travail qu'on fait sur les livres? Qu'est-ce que ça t'apporte et qu'est-ce que tu aimes? Eh bien, ce travail pour ce livre, eh bien, c'est aider les personnes à comprendre, à lire et de s'adapter pour des gens qui... Est-ce que... je sais que tu as encore envie de faire des livres avec nous. Oui. Et pourquoi? Oui. Qu'est-ce que tu aimes dans le fait de faire un livre? Et qu'est-ce que tu aimes? Moi, j'adore faire aller parce que c'est de partager ce moment avec des autres personnes et de se connaître et de partager les passions qu'on aime. Et ça fait partie de connaître mieux des gens qu'on ne connaît pas et certains de nos caractères aussi. Ouais. Et aussi, ça peut aider des personnes de situation de handicap, comme la trisomie ou d'autres handicaps, pour aider à lire et de s'adapter aux images, que ça aide pour lire. Super, merci. Et qu'est-ce que... Ça m'a perturbée, j'avais... écoute, tu as quelque chose d'autre à nous dire? Ou c'est fini pour toi? Ce livre, ça m'a beaucoup plu de faire avec vous et de partager ce moment pour ces livres-là. Et moi, je trouve que c'est une super façon de découvrir la lecture et d'aider des personnes en difficulté et de rendre service aussi à des parents si les personnes n'ont pas envie de lire, mais c'est une façon et c'est la façon de leurs envies pour lire aussi. Est-ce que, je sais que tu travailles, que tu as un métier, et tu travailles dans une maison de retraite, et je crois que tu as partagé aussi ce livre avec les personnes de la maison de retraite? Oui, c'est ça, oui. J'ai parlé du livre pour les résidents aussi, parce que je pense que ça peut aider les résidents à bien comprendre la lecture, de bien lire et de montrer des images. Est-ce que ça a créé un échange entre eux et toi? Est-ce que ce livre, il vous a rapprochés pour discuter entre vous? Oui, aussi. J'ai montré le livre Laetitia Sébastien aux résidents et à mes collègues. Et aussi dire à ma directrice que pour le montrer pour les résidents, que je peux leur aider de partager ce moment avec eux. Très bien. Ben, merci. Camille. Je vais m'imposer à moi-même ce que j'impose aux autres depuis le départ. Donc je vais m'arrêter là. Si vous avez des questions, que ce soit pour moi ou pour Camille. Oui, on va vous faire passer un micro.
Hop, donc, merci beaucoup. J'avais une petite question pour Camille. Pour des personnes, notamment des jeunes, des adolescents ou des enfants qui sont un peu en difficulté pour apprendre à écrire et apprendre à lire, qu'est-ce que vous leur diriez? Est-ce que le fait d'avoir participé à ce projet, du coup vous êtes autrice d'un livre qui a été publié, est-ce que vous auriez des conseils, des choses à donner à d'autres enfants ou des adolescents pour qu'ils osent ou pour qu'ils se croient capables d'écrire aussi? Alors oui, pour ce livre, ça donne envie d'écrire et de lire ce qu'on aime et ce qu'on désire nous. Merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions? C'est bon. Eh bien, c'est parfait. Oui? Excusez-moi, il me semble, mes collègues pourront peut-être préciser. Je pense que c'est quand même important je voudrais apporter une précision entre le facile à lire et le facile à lire et à comprendre. Ce n'est pas la même chose. Je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde. Le facile à lire et à comprendre, c'est vraiment, je vais être vraiment très brève là, mais facile à lire et à comprendre, c'est une méthode plutôt de mise en page qui travaille sur l'écriture, sur la typographie, tout ce que les règles qui ont été dictées tout à l'heure, mais il y en a bien plus, qui a été mise en place par l'UNAPI dans les années 2000-2006 au niveau européen. Donc UNAPI, c'est le médico-social qui a développé cette méthode pour faciliter la lecture pour des personnes déficientes intellectuelles. Facile à lire, c'est une méthode, c'est aussi une liste. Ah oui. Alors. Par exemple, on s'y est formé, mais on le fait avec des personnes déficientes intellectuelles et c'est validé par eux. Donc, c'est des personnes déficientes intellectuelles qui ont elles-mêmes été formées au FALC et qui sont plutôt dans les structures UNAPI, qui sont en tout cas principalement les personnes. Oui. Oui, mais il faut qu'elles soient formées au FALC. Quand même. Mais de toute manière, si vous voulez l'estampillage FALC, il faut soit travailler avec elles, soit relu par elles. Et de toute manière, ce qu'ils défendent à travers le FALC, c'est bien ça. C'est avec nous, pour nous, avec nous, ou faites pas sans nous, je sais plus la phrase. Mais en tout cas, ce qu'ils défendent, c'est de vraiment travailler les supports, quels qu'ils soient, avec les personnes. Le facile à lire, des livres qui sont repérés comme étant faciles à lire. C'est des critères aussi. C'est ça, on ne peut pas l'estampiller. Mais c'est ça. Mais le facile à lire, c'est un label maintenant. Il y a un logo facile à lire en Bretagne. Il y a les espaces faciles à lire et les prix faciles à lire. Vous voyez, même nous, on n'est pas très clair. Même dans les espaces, en fait, dans beaucoup d'espaces faciles à lire, ce sont des livres qui ont été repérés comme étant estimés faciles à lire. Voilà. Mais ils ont pas, voilà, ils respectent certaines conditions. Mais il n'y a pas un label dessus. Mais c'est important, je pense qu'on fasse bien la distinction. En tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est bien que le FALC, c'est le médico-social qui est à l'origine de ces critères de mise en page, où les deux principes, en effet, c'est la validation ne peut être faite qu'avec les personnes en situation de handicap qui sont formées au FALC et qui sont en capacité de relire ou de faire avec vous. Le facile à lire, l'origine, c'est les acteurs du livre qui ont développé une sélection de livres qui est répertoriée facile à lire selon d'autres critères qui sont assez proches pour beaucoup. Mais du coup, c'est ce que je voulais juste, je voulais pas faire un débat là-dessus, mais je voulais juste bien faire attention que c'est bien deux choses différentes, quoi. Voilà. Merci. Je n'étais pas rentrée dans ces détails que je dispense aussi en formation, mais effectivement, mais c'est tout à fait ça. C'est tout. Oui. Pour pas que les gens se perdent.
Oui, elle va en parler cet après-midi. Nous, sur notre site, on a aussi un endroit, le projet Planète Falk, où on a expliqué avec l'appel à manuscrits justement quelles sont les règles qu'il faut respecter pour que le livre soit adapté. Ouais. T'en parleras, Virginie, peut-être, ou pas? Non, t'en parleras pas. D'accord. Excuse-moi de t'avoir réveillée. Du coup, on va passer à la suite. Fernando, c'est à toi. Alors attends, on va accompagner Fernando. On va te raccompagner. Merci Camille. Peut-être qu'il faudrait prendre ces actes. Non mais personne n'accompagne Fernando. Tu as vu comment on est reçu à Lyon? Ouais. Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, non, je n'ai pas envie de m'asseoir, je vais rester debout, je te remercie. Alors, Caroline m'a demandé de vous parler numérique. Alors, c'est un sujet que je découvre. J'ai commencé à m'intéresser à la question il y a 2 jours. Donc, je vais essayer de vous en parler. Le jeu, donc, je suis Fernando Pinto da Silva. Je suis très gentiment présenté dans le programme comme étant expert en accessibilité numérique, ce que je ne suis pas. Je ne suis pas expert de grand-chose. Je m'intéresse par contre à la question de l'accessibilité des livres depuis une vingtaine d'années d'un point de vue strictement professionnel. Et puis depuis un peu plus longtemps en étant moi-même aveugle et cherchant à accéder le plus possible aux livres. Alors, dans le temps qui m'est imparti ce matin, c'est-à-dire quelque chose d'assez challengeant, on va dire ça comme ça, je vais vous emmener faire un voyage dans le fabuleux monde des formats structurés, un peu des aides techniques, et du coup essayer de détricoter peut-être certains a priori, et expliciter, on va dire, un peu un certain nombre de choses pour vous amener tout doucement à considérer quels sont les formats numériques du jour et ce qu'on peut en attendre. Donc je vous préviens tout de suite, ça va aller assez vite, même si ça pourra peut-être vous paraître long, mais je dis que ça va aller assez vite parce que je vais passer rapidement sur des choses. Ça va être très subjectif, je m'en excuse par avance, mais ça sera pour servir le propos final. On va commencer ce voyage au début du 19e siècle, avec l'invention de Louis Braille, que je pense beaucoup d'entre vous connaissent, mais sait-on jamais. On a un code inspiré d'un code militaire repris par cet inventeur génial qu'est Louis Braille et qui consiste à dire j'ai 2 colonnes de 3 points et avec ça j'arrive à faire 64 combinaisons, c'est mathématique, c'est 2 puissance 6, un coup j'affiche pas le point, j'ai 6 points, ça fait 64 combinaisons. Et donc là, vous pourriez vous dire, il est gentil, lui, il doit nous parler numérique et il commence à nous parler Braille, ça commence bizarrement. En fait, je viens de faire une démonstration, c'est que c'est purement numérique, c'est un code binaire en fait. Donc Louis Braille, ce qu'il fait avec 6 points, c'est un code binaire. Ce code binaire, il va s'améliorer, il va permettre un certain nombre de graphies, de la sténo, etc., de pouvoir représenter du braille musical, du braille mathématique, bref, un certain nombre de choses. Et ces moyens de production, d'abord vraiment très artisanaux, vont ensuite s'industrialiser, on va utiliser des presses et on va pouvoir de façon mécanique reproduire un certain nombre de textes. Et ça va perdurer jusqu'au milieu du XXe siècle.
Parallèlement, évidemment, et ça Caroline a déjà dit tout à l'heure, c'était déjà le cas au 19e et au 20e siècle. En fait, il ne faut pas considérer qu'une personne aveugle lisait systématiquement le braille. Beaucoup d'aveugles, notamment tardifs, ne l'apprenaient pas, etc. C'est encore le cas aujourd'hui. Et du coup, évidemment, la question qui se posait, c'est comment permettre à ces personnes qui ne voient pas d'accéder à la lecture. Et donc, donc au milieu du XXe siècle, on a l'essor de collections audio, alors d'abord sur disques de cire, etc. Je vous passe les détails, mais assez vite, on voit des collections se constituer sous forme de bandes. Les vieilles bandes qu'on peut voir parfois dans des reportages, donc des grosses bandes qu'on coupait, scotchait, etc. Et donc, on a des associations comme anciennement le groupement des intellectuels aveugles et amblyopes qui ont réalisé un certain nombre d'adaptations sur ces bandes. De ces bandes, on est assez vite arrivé sur des cassettes, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Parallèlement, en 1949, on considère que c'est la date du premier ordinateur qui a été mis au point, grâce notamment au développement d'Alan Turing. Et donc, il y a une relation assez forte qui commence à se constituer dès la fin des années 60 entre comment utiliser un ordinateur et notamment au service des personnes en situation de handicap. Au point qu'en 1971, on voit le premier prototype d'une embosseuse. Alors une embosseuse, je pense que pour certains d'entre vous, ça parle. C'est en fait tout simplement le nom qu'on donne à une imprimante braille. Et donc, le premier prototype de ce type d'imprimante date de 71 avec la possibilité d'envoyer du texte au travers d'un ordinateur de l'époque vers une imprimante braille pour l'imprimer directement. Et donc là, on commence à parler de la modernisation de la chaîne de production des documents en braille pour progressivement aller vers d'autres choses que les presses mécaniques. En 1975, à Dortmund, on voit apparaître le premier afficheur braille. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est qu'un afficheur braille, c'est ce que j'ai ici en bandoulière. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai un petit dispositif électromécanique qui va faire monter et descendre des points selon ce qu'il y a affiché. Et le premier prototype date de 1975. Et je ne me suis pas trompé dans les dates, c'est-à-dire qu'on parle bien d'une technologie, peut-être que pour certains d'entre vous, c'est la première fois que vous voyez ça, mais en réalité, cette technologie, elle a 47 ans. Pour autant, à l'époque, on était encore sur des ordinateurs qui étaient évidemment extrêmement encombrants. Alors cette salle aujourd'hui est très grande, donc souvent je dis grand comme cette salle, bon peut-être pas autant, mais on peut dire peut-être le tiers ou le quart de cette salle. C'est pas totalement exclu. Et en réalité, ça va commencer d'une part à se miniaturiser, d'autre part, on va commencer à voir surgir des applications grand public. Et en 1979, par exemple, c'est l'apparition du premier traitement de texte grand public qui s'appelait WordStar. Donc on voit l'informatique pour le grand public continue à cheminer et ça va avoir des incidences pour les publics en situation de handicap. En 1986, la société IBM sort son premier lecteur d'écran, Screen Reader, et c'est pour ça qu'en réalité on a gardé cette terminologie en français, qui est une traduction littérale. Et c'est considéré comme étant vraiment le premier lecteur d'écran abouti. Alors qu'est-ce qu'un lecteur d'écran? Parce qu'il y a souvent des malentendus. Un lecteur d'écran, c'est un passe-plat. C'est-à-dire qu'en fait, il prend l'information qui passe par la carte graphique de l'ordinateur à l'époque, mais aujourd'hui, on pourrait dire d'un téléphone, d'une tablette, d'une montre intelligente. Donc il prend l'information qui passe par la carte graphique, par l'écran, et il la redirige vers quelque chose. C'est son travail. Et donc, à l'époque, il la redirigeait vers du braille, puisque, encore une fois, on avait commencé à avoir des afficheurs braille connectés, et donc là, on pouvait prendre toute l'information qui passait par l'écran et la rediriger vers un périphérique braille. Et évidemment, assez vite, les gens se sont dit, bon, d'accord, c'est très bien, le braille, ok, mais on a déjà dit, tout le monde ne pratique pas le braille chez les personnes aveugles, et a fortiori, il n'y a pas que des personnes aveugles à servir. Donc, comment on pourrait s'organiser pour rediriger vers de l'audio? En réalité, on a eu quelques tentatives de modéliser des voix synthétiques, et depuis 1968, au Japon, on a la première synthèse vocale anglaise qui sort et qui permet quand même qu'à un cas déjà de synthétiser la parole. Tout ça s'améliore et donc en réalité, quand en 1986, ce lecteur d'écran sort, on peut rediriger l'information vers du braille et également vers des voix de synthèse, mais qui sont assez balbutiantes et totalement inexistantes en français. La première synthèse vocale française de qualité qu'on reconnaît, elle apparaît en 1988.
Et à l'époque, c'est un boîtier, c'est pas du logiciel. C'est une grosse boîte qu'il faut connecter à un ordinateur. Je vais passer sur les détails, on n'a pas forcément le temps de s'apesantir ce matin. Assez vite, il y a une confusion qui est faite avec lecteur d'écran et voix de synthèse. Pourquoi ? Parce que dans les années 90, surgissent de nouveaux lecteurs d'écran, notamment un qui reste encore aujourd'hui le plus utilisé par les personnes aveugles, mais pas que par les personnes aveugles d'ailleurs, et qui intègre lui-même une synthèse vocale qu'on n'a pas besoin d'acheter et de paramétrer, ce qui était une grosse nouveauté à l'époque, et ce qui explique que, notamment à la fin des années 90, ce lecteur d'écran s'impose, et que du coup, ça reste encore une fois aujourd'hui celui qu'on utilise le plus. Pour autant, dans mon voyage à marche forcée que je vous propose ce matin, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai parlé des bandes 9.5, des cassettes, et là, vous pourriez vous dire, en fait, c'est quoi le rapport avec ce que tu nous racontes maintenant ? Le rapport, il est simple, c'est qu'entre-temps, les collections en audio se sont constituées. J'ai parlé tout à l'heure du groupement des intellectuels aveugles et amblyopes. Je pourrais aussi parler d'association Valentin 8, d'autres structures qui réalisaient un certain nombre d'enregistrements. Et ces bandes, elles s'accumulent, elles s'accumulent, elles s'accumulent, elles prennent de la place, elles s'abîment, elles se détériorent. Donc, la question qui se pose à ce moment-là, c'est de dire, mais comment on va pérenniser ces collections pour que les gens qui souhaitent continuer à lire en audio, qui ne savent pas le braille, puissent continuer à en bénéficier dans les années qui viennent. Et là, sous l'impulsion d'un groupe de bibliothécaires en Scandinavie, on voit se créer en 1996 un consortium qui s'appelle le DAISY Consortium. DAISY pour, à l'époque, Digital Audio Information System, ce qui pourrait se traduire par système d'information audio numérique. Et l'idée, c'était de dire, toutes ces bandes, toutes ces cassettes, on va les prendre, on va les numériser, on va en faire des fichiers. À l'époque, c'était l'émergence du format compressé MP3. Et au passage, on va structurer tous ces fichiers pour donner une grammaire, une syntaxe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce que c'est des grands mots. En fait, c'est assez simple à comprendre, c'est de dire, là, il faut que je puisse dire que ce petit bout de fichier MP3, c'est la page de couverture. Il faut que je puisse dire que tel autre petit bout, c'est une exergue. Il faut que je puisse dire que ça, c'est mon titre 1 du chapitre 1, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, on va constituer une grammaire qu'on va enrichir de plus en plus, et c'est ce que porte le DAISY Consortium depuis 1996. Comme l'informatique s'est développée, comme on a des lecteurs d'écran robustes, comme on a des synthèses vocales qui parlent bien en français, comme on a des afficheurs braille comme celui que j'ai encore aujourd'hui en bandoulière qui eux-mêmes se sont développés, en réalité, à la fin des années 90, on a enfin un écosystème numérique viable pour les publics aveugles, mais pas que, malvoyants aussi, et même empêchés en règle générale. Au point que, et c'est encore valable au moment où je vous parle, les gens qui, de par le monde, utilisent les formats DAISY, donc initialement ces formats audio, très majoritairement dans le monde, aujourd'hui, ce sont des personnes qui ne sont pas aveugles ou malvoyantes. J'en veux pour preuve qu'aux Pays-Bas, aux États-Unis ou en Suède, on n'a que 20% des publics qui utilisent ces formats DAISY qui sont aveugles ou malvoyants. Le reste, c'est autre chose. Ça peut être des publics dyslexiques, ça peut être des publics avec d'autres besoins, mais ils sont utilisés par d'autres publics que les personnes aveugles ou malvoyantes. Là-dessus, quand on a été capable de structurer du coup des fichiers audio, la question qui s'est assez vite posée, c'est de dire, très bien, alors on est capable de structurer des fichiers audio, mais finalement cette grammaire qu'on a développée pour dire ça, c'est une page de couverture, un titre, etc., en réalité, on peut l'appliquer à du texte. Donc, on s'est mis à structurer du texte de la même façon en utilisant la même grammaire. Et puis, au bout d'un moment, les mêmes concepteurs se sont dit, mais à partir du moment où je sais faire de l'audio et du texte, en fait, je peux les faire ensemble. Donc, je vais pouvoir synchroniser l'audio que j'écoute avec le texte qui va défiler à l'écran. Et puis, d'autres se sont dit, mais attends, si je sais faire de l'audio et du texte, je peux même synchroniser de la vidéo. Donc, dans les spécifications de ce format, on a été capable de mettre de l'audio, de la vidéo et du texte synchronisé pour pouvoir permettre d'avoir tout à la fois ces trois modalités d'accès. Au milieu des années 2000, un groupement constitué d'un certain nombre d'acteurs comme Apple, Google, Microsoft, Barnes & Noble et d'autres se disent on devrait considérer le fait de faire émerger un marché pour le livre numérique qui nous permettrait de vendre plein d'appareils et plein de fichiers. Et donc ces gens-là se disent allons-y, faisons un format qui permettra et commencent à se renseigner
Et de là naît une rencontre entre ce regroupement, qu'on appelait à l'époque l'IDPF, et le DESI Consortium, qui lui, vous vous rappelez, avait fait cette grammaire qui était bien constituée. Ce qui fait que ça a donné lieu à plein de recoupements. D'abord, le DESI Consortium est devenu la cheville ouvrière technique de ce groupe où il y avait tous les grands que j'ai cités avant. Mais quand je dis cheville ouvrière technique, c'est-à-dire que c'était les gens qui faisaient les spécifications du format. Le président de ce forum international, sans doute aussi parce que désigner celui qui serait le président d'entre Microsoft, Amazon, Apple, etc., ce n'était pas si facile. Le président, en fait, ça a été le secrétaire général du DESI Consortium qui a pris ce rôle pendant 8 ans, aveugle avec son chien guide, et qui donc a présidé aux destinées du format de lecture numérique que ces gros industriels voulaient mettre en place. Et donc, c'est là qu'arrive notre fameux format EPUB, dont peut-être que certaines et certains d'entre vous ont déjà entendu parler, et que vous utilisez, comme M. Jourdain, sans le savoir, quand vous ouvrez votre librairie sur une liseuse, sur une tablette, que vous allez dans votre application livre et que vous dites tiens, je vais m'acheter un livre. En fait, ce que vous achetez, la plupart du temps, c'est un format EPUB ou quelque chose qui en est très proche. Ce format EPUB, là aussi je reprends l'analogie de M. Jourdain, bis, en réalité, c'est un format DESI déguisé. C'est-à-dire que si vous allez triturer le format, vous pouvez faire l'expérience. Alors, il ne faut pas que l'EPUB soit protégé, ça c'est encore un autre problème. Mais enfin, si c'est un EPUB qui n'est pas protégé, vous le renommez en .zip. Ce .zip, vous allez pouvoir du coup aller regarder ce qu'il y a dedans. Et en fait, dedans, vous allez voir qu'il y a des bouts de code qui sont du code du DESI Consortium. Donc aujourd'hui, les gens qui utilisent un format EPUB, les gens qui consomment ce type de fichiers, sans le savoir, consomment des fichiers qui portent en eux la grammaire qui a été conçue à partir de 1996 pour faciliter la vie des publics empêchés de lire. Et en fait, c'est ça ce vers quoi on va aujourd'hui. Et c'est ce pourquoi milite le DESI Consortium également au niveau mondial, c'est de dire, voilà, nous n'avons plus besoin aujourd'hui de créer de nouveaux formats spécifiques. Nous avons porté nos spécificités en tant que public empêché dans un format dont l'industrie du livre s'est emparée. Donc il faut utiliser ce format, il faut que l'industrie du livre, évidemment, sache respecter ses spécifications pour faire des EPUB accessibles, parce que ce n'est pas le tout de dire il y a des spécifications, mais si vous ne respectez pas les normes, ça ne marchera évidemment pas. Et il faut que nos structures adaptatrices de documents sachent également le faire convenablement. Et de l'autre côté, parce qu'évidemment, tout ça, ça ne marcherait pas si du côté des utilisateurs, on n'avait pas les ressources numériques pour pouvoir les exploiter, il faut du matériel spécialisé, notamment comme celui que j'ai ici en braille, qui me permet de le lire en braille si je le souhaite. Mais si je ne souhaite pas le lire en braille, soit parce que je ne le connais pas, soit tout simplement parce que j'ai les mains dans la vaisselle et que j'aimerais autant que ce soit une voix de synthèse qui me le lise, je vais pouvoir utiliser une solution de lecture qui va me le lire avec une voix de synthèse. Et si je veux l'utiliser avec mes yeux mais que j'y vois mal ou que j'ai une difficulté de perception, etc., il faut que ce fichier puisse se redistribuer visuellement dans une application de lecture qui me donne un certain nombre de ces possibilités. J'en citerai ici que deux, là aussi très rapidement. Dolphin Easy Reader, que peut-être que certains connaissent, qui est une application gratuite que vous pouvez trouver sous Windows, Apple et Android. Et une autre application qui, elle, est payante, qui doit être autour de 10 €, qui s'appelle Voice Dream Reader, qui, elle, est présente sous Android et iOS, et qui va permettre notamment de faire toutes les manipulations visuelles, là, pour le coup, de redistribuer le texte, le faire changer de couleur, faire changer la couleur du fond, travailler sur l'empattement, travailler sur l'interlignage, etc. Et tout ça, c'est aussi ce qui va permettre justement d'exploiter dans de bonnes conditions ces formats EPUB. Donc on le voit, on a un format robuste, spécifié, qui porte la grammaire dédiée au public empêché de lire, avec un certain nombre de solutions de lecture, et en plus, cerise sur le gâteau, ce format, c'est celui que l'industrie du livre commercialise. Et c'est, je dirais, pour nous, l'enjeu de l'acte européen d'accessibilité qui a été voté en avril 2019 par l'Union européenne, qui fait que, à partir du 28 juin 2025, l'industrie du livre, pour les maquettes simples, doit, si elle souhaite commercialiser du livre numérique, le commercialiser de façon nativement accessible pour les formats du livre numérique. Et on doit, pour être tout à fait au clair, transposer l'ensemble de ces dispositions d'ici le 28 juin 2022, donc là c'est dans les mois qui viennent, pour que ça devienne une réalité. Pour autant, et j'en terminerai là-dessus avant de laisser un temps évidemment pour les questions, ça ne concerne à strictement parler
donc légalement, que les livres à maquette simple. Ça ne veut pas dire que les éditeurs qui feraient du livre à maquette complexe ne sont pas invités à le faire, mais il n'y aura pas d'obligation légale qui pèsera à ce niveau-là. Par contre, évidemment, il y aura un certain nombre d'encouragements, ne serait-ce que parce que on sait tous que commercialiser un livre numérique qui va être accessible à tous, même si c'est une maquette complexe, eh bien, ça va faire en sorte qu'il soit utilisé justement par tout le monde dans un certain nombre de contextes. Voilà, je vais m'en arrêter là. Je vais laisser un peu de temps pour les questions et puis je suis à votre disposition. Qu'est-ce que tu appelles un livre à maquette complexe et à maquette simple? Alors pour moi, enfin pas que pour moi d'ailleurs, ce qu'on entend souvent par maquette simple, c'est en gros c'est du texte au kilomètre, du texte noir, avec quelques éléments de structuration, enfin beaucoup d'éléments de structuration, mais pas des choses nécessairement très illustrées d'abord. Il peut y avoir quelques illustrations, mais dès qu'il y en a beaucoup, là, on sort de la maquette simple. Et puis, ça va être un livre avec peut-être peu de tableaux à double entrée ou des choses comme ça. À partir du moment où on commence à voir des choses qui ressemblent, je sais pas, je peux vous prendre deux exemples très différents, le manuel scolaire d'un côté et de l'autre côté un livre type Beaux-Arts, là, on n'est plus dans un livre à maquette simple. Très clairement, on est dans autre chose. Et ça, c'est en dehors de l'obligation portée par la directive européenne que j'ai citée tout à l'heure. Pour autant, il y a un certain nombre de ressources qui encouragent ces éditeurs à le faire, et on sait que notamment certains éditeurs scolaires s'en sont déjà emparés pour faire en sorte que leurs livres numériques soient nativement accessibles. Merci. Du coup, il y a des questions? Oui. Bonjour, c'est pas une question, c'est juste pour vous remercier de nous avoir fait 200 ans d'histoire en 10 minutes ou un quart d'heure. Non, j'ai trouvé ça. Bah, merci Caroline alors. Mais non, j'ai trouvé ça très intéressant aussi de voir la filiation en fait entre le braille et comment on arrive aujourd'hui avec la naissance du consortium DESI et comment aujourd'hui on arrive au format EPUB. Et moi, je regrette effectivement que ce soit que sur les livres à maquette simple, parce qu'effectivement, pour les manuels scolaires, aujourd'hui encore, c'est pas gagné. Donc voilà. Mais non, c'était juste, voilà, j'avais pas de questions en particulier, mais c'était juste pour vous remercier de cet exposé très clair aussi et qui fait vraiment la filiation historique pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, merci. Avec plaisir. Et puis après, on regrette tous évidemment que les livres à maquette complexe soient pas concernés. Pour autant, encore une fois, il y a quand même une vraie incitation à ce que les éditeurs qui ne sont pas à strictement parler dans cette obligation s'y mettent quand même réellement. En fait. Et quand j'ai désigné Caroline, mon propos c'était de dire que c'est à cause d'elle, là, si j'ai fait ça à marche forcée et très très vite. Donc c'est elle qui m'y a incité, mais c'est très bien. Je tiens à remercier quand même Fernando qui avait le choix ce matin entre être à la table de Jean Castex ou avec nous. Je tiens à dire quand même qu'il est là avec nous. Je sais qu'il est harcelé de messages lui disant Fernando. Donc nous avons quand même une star. Quand je dis expert en accessibilité numérique, c'est bien plus que ça. Mais on est d'accord, Yasmina. Voilà. Et il défend bien justement tous les besoins au niveau politique et autres. Donc merci Fernando pour ton engagement. Oui. Rapidement. 2 minutes, Fernando. Sinon, c'est Daniel qui va te donner. Enfin, est-ce qu'on pourrait préciser la question par rapport à Platon? Parce que moi, je suis pas responsable d'exception handicap de la BNF. C'est quoi ta question? Ah ben ça, c'est pas étonnant. Non, ça pour le coup, je vais pas pouvoir. Non. Faut les contacter? Je te donnerai. J'ai rendez-vous avec eux jeudi prochain. Je te donnerai un contact direct. Donc, s'il n'y a plus de questions, maintenant, ça va être Daniel qui va nous parler co-conception, design thinking, co-design. Tu te débrouilles? Un peu à droite? Ça me fait peur. Un petit tour à gauche.
Alors, bonjour à tous. C'est pas le bon moment d'intervenir parce que c'est midi, vous avez tous faim. Donc, je vais essayer de... Donc, moi, je m'appelle Danielle Valente. Merci à Mes Mains en Or pour cette invitation à intervenir aujourd'hui dans le cadre de ces colloques. Je ne suis pas éditrice. Je ne suis pas spécialiste de l'édition. Voilà. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est plutôt des expériences de recherche. En fait, je suis enseignant-chercheur. En fait, j'ai commencé mon parcours dans le domaine du design et de l'art et des sciences de l'art. Avec une réflexion, donc ma thèse de doctorat a porté sur l'image et la cécité. Donc je travaillais vraiment dans le domaine du dessin, du développement du dessin, et je m'interrogeais sur vraiment ces codes-là visuels. Est-ce qu'ils pouvaient être compris par des enfants aveugles et est-ce que les enfants aveugles eux-mêmes pouvaient dessiner? Donc il y avait cette interrogation, vraiment un monde visuel, les mondes de la cécité. Donc je commençais par là. Ensuite, je me suis orientée dans le domaine de l'édition adaptée, donc en travaillant en collaboration étroite avec la maison d'édition Les Doigts qui rêvent, où on a mené... Donc je commençais vraiment à m'interroger sur ces illustrations-là. Donc toujours dans cette idée de se questionner sur un visuel rendu tactile. Est-ce qu'on peut comprendre ces visuels-là? Mais plutôt dans le domaine de l'illustration tactile. Donc, je vais vous présenter un petit peu ce qu'on a mené ensemble, les projets de recherche qu'on a menés ensemble, qui sont des projets de recherche qu'on pourrait qualifier de recherche-action. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas un travail... Si, parfois, je teste, c'est-à-dire que je demande à des personnes aveugles de me dire ce qu'ils comprennent pas. Mais très tôt, en travaillant dans ce domaine-là, en travaillant dans le domaine justement de l'image tactile et dans la création d'outils à destination des enfants, très tôt, je me suis rendu compte que je devais sortir de ma position de chercheuse et je devais aller vers les personnes concernées pour créer ensemble de choses. Voilà. Et là, aujourd'hui, je travaille plutôt dans le domaine de la psychologie. Donc, je couple les deux. Je couple le design et la psychologie de développement parce que j'ai pas mal d'interrogations dans le domaine du toucher, de la compréhension des outils, voilà, qui sont plutôt des personnes qui travaillent dans le domaine de la psychologie du développement, la psychologie cognitive. Donc, j'aimerais quand même faire un petit préambule sur... donc là, aujourd'hui, je vais vous parler vraiment des projets qu'on a menés dans le cadre du design participatif, c'est-à-dire qu'on a travaillé, donc ça fait depuis 2013 qu'on a mis en place de projets. Donc, j'ai travaillé principalement avec Les Doigts qui rêvent pour concevoir des livres et des outils multisensoriels avec les lecteurs. J'aimerais faire un préambule sur la question de la conception de design participatif, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est une démarche qui est donc inscrite dans une conception centrée sur l'usager. Donc, l'objectif de base, c'est vraiment de définir les produits à partir de l'expectative et des besoins des usagers et pas les obliger à apprendre ou à s'adapter d'un produit. Donc, il a cette base-là de départ. Après, j'aime bien faire la distinction entre trois façons de faire du design. Les designs pour, qui est cette façon de s'informer, c'est-à-dire qu'on va par exemple créer quelque chose et on va s'informer sur les besoins des usagers. Donc on va lire des choses, on va chercher des ressources, voilà. Et puis les designs avec, et là les designs avec, c'est en fait on va faire des tests avec les. Donc la démarche la plus classique avec justement ce qui se faisait jusqu'à 2010 dans le domaine du livre tactile, c'était de tester les livres avec les enfants et de voir voilà, ce que se passait. Par contre, quand on testait les livres, on était déjà dans un état avancé de maquette. Donc parfois, on ne changeait pas les choses. On testait un peu pour valider. Et puis parfois, ma maquette, elle était trop avancée, donc on ne pouvait pas vraiment changer. Donc il y a des questions, bien sûr, des contraintes techniques. Et puis après, il a le design par. Donc c'est ce type de design-là que j'ai voulu appliquer dans le domaine du livre tactile, qui est vraiment impliquer les personnes concernées depuis vraiment le départ, c'est-à-dire depuis donc c'est ce qui fait Caroline, par exemple, dans le domaine de la trisomie 21. Donc c'est vraiment depuis le départ, vraiment dans cette phase où on cherche des idées pour faire quelque chose, d'impliquer les personnes. Alors, pourquoi, en fait, à un moment, on s'est dit, on va faire de la design participatif dans le domaine du livre tactile illustré. Parce qu'en fait, il avait un ensemble de recherches dont j'ai participé et donc j'ai collaboré aussi. Par exemple, un projet de recherche qui s'appelait Images au bout des doigts,
projet de recherche qui a terminé en 2013, qui vraiment s'interrogeait sur la compréhension du livre tactile par l'enfant aveugle. Et dans ce projet-là, et aussi avec un ensemble de recherches qui ont été faites dans le domaine de la compréhension du dessin par les enfants aveugles, la compréhension de l'image, on a tiré 3 constats. Un premier constat, c'était la question du toucher en soi, c'est-à-dire le toucher, qu'on doit percevoir une image tactile. Donc imaginez par exemple une maison avec une image de type visuel mise en relief, une maison avec un toit et un carré, voilà. Au moment où on va toucher cette image-là, parce que les touchés, il est quelque chose qui est dans l'ordre du partiel et du séquentiel, on va avoir vraiment cette perception bout par bout. Et puis on doit toujours, alors que nous, les voyants, on a ces coups d'œil qui va nous donner vraiment cette simultanée de l'image, alors que le toucher, il va procéder par bout. Et donc c'est un travail difficile pour un lecteur, donc aveugle, et même en voyant aux yeux bandés, de construire une image globale de ce qu'on touche bout par bout. Donc il a ces premiers constats. Les deuxièmes constats, c'était une fois qu'on a touché ça et qu'on a fait cette constitution dans notre tête, est-ce qu'on va faire vraiment un rapport avec l'objet du monde qu'on veut, quand on crée un livre tactile, par exemple? Est-ce qu'un enfant aveugle, quand il va toucher un dessin d'un soleil, par exemple, avec un rond et des traits, voilà, les dessins typiques du soleil des voyants, est-ce qu'il va se dire c'est un soleil? Donc c'est le problème niveau 2. Et niveau 3, et là, c'est niveau 3, je le trouve très intéressant parce que j'ai pas mal travaillé là-dessus. Est-ce que ce soleil-là correspond vraiment à la représentation qu'un enfant aveugle va avoir du soleil? Donc, par exemple, il y a eu j'avais fait des études par rapport au dessin et on avait trouvé des choses spectaculaires. Donc là, par exemple, il y a une chercheuse au Brésil donc je commençais mon travail à travailler au Brésil dans ce domaine-là, qui avait trouvé un dessin d'une jeune fille aveugle qui avait dessiné une rivière avec un rond qui représentait, donc avec des lignes tactiles bien sûr, un rond qui représentait l'eau qu'elle ressentait autour de sa taille quand elle est immergée dans la rivière, et des petits ronds, des petits bouts de ronds qui représentaient les cailloux qu'elle ressentait sur ses pieds. Donc il a ces trois niveaux de problème. La question de toucher, la question de du moment qu'on touche, est-ce qu'on fait la relation avec ce que l'illustrateur veut, et troisième, est-ce que ça correspond à la réalité des personnes aveugles? Donc, du coup, on a commencé à faire je commençais à créer un modèle justement de... Est-ce qu'on pourrait, dans le livre tactile, aller vers des illustrations de type haptique? Haptique dans le sens où voilà, ça explore l'expérience du corps. Donc, j'ai un exemple, comme je vous ai donné l'exemple de la maison. On peut faire, par exemple, dans un livre tactile, la maison comme connaît tous les voyants, c'est-à-dire les petits schémas de maison avec un carré et un triangle. Bien sûr, un enfant aveugle peut apprendre. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'ils apprennent. C'est-à-dire qu'ils peuvent apprendre les codes visuels et c'est bien qu'ils apprennent. Par contre, on ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être que cet enfant, il n'a pas appris. Donc, du coup, dans un contexte de lecture plaisir, c'est ce qu'on veut dans un livre tactile, peut-être qu'il sera dans un effort cognitif qui n'est pas nécessaire à ce moment-là. Par contre, on peut par exemple représenter la maison avec, là j'ai mis un exemple, par exemple une porte qui s'ouvre tout simplement. Et là, on va être dans cette démarche qui est une démarche qui va dans une expérience du corps et encore plus intéressante parce qu'elle est commune aux enfants aveugles et aux enfants voyants. Donc là, on est sur quelque chose qui est dans le commun. Et du coup, en allant un peu plus loin sur ça, on a travaillé aussi, moi j'ai proposé une autre démarche, c'était la démarche des 2 doigts qui marchent. Donc on est en train de travailler sur cette démarche-là en ce moment, avec les doigts qui rêvent, où en fait, on va, par exemple, représenter une trampoline ou un toboggan. Donc par exemple, si je vous demande là tout de suite de mimer avec vos 2 doigts, comme si c'était 2 jambes, vous avez tous fait ça quand vous étiez petits. Peut-être vous faites ça avec vos enfants aujourd'hui. Mais si je vous demande, par exemple, de simuler que vous êtes en train de faire de la balançoire avec vos 2 doigts, comment vous feriez? Vous pouvez faire là tout de suite. Voilà. Donc, en fait, j'avais demandé à des voyants de faire ça et à des aveugles de faire ça, et j'ai vu qu'ils faisaient la même chose. Donc, j'ai dit, tiens, il a un truc à explorer. Et du coup, on a fait un livre, justement, où on explore avec les 2 doigts. Voilà. Donc, il y avait cette démarche d'aller vers quelque chose autre que le visuel. Et donc, c'est en pensant, justement, voilà,
on va aller vers des illustrations haptiques, on va aller vers des illustrations multisensorielles. Alors pour ça, il faut aller vers les personnes aveugles. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas être les voyants qui est là, en train d'imaginer comment ça pourrait se représenter les choses. Donc très vite, ça m'est paru essentiel de mener une démarche de design participatif, qui c'était vraiment cette idée de sortir d'une démarche de projection, c'est-à-dire comment ça peut être quelque chose. On peut faire des recherches, on peut demander, on peut faire des questionnaires, tout ça, mais il y avait cette idée vraiment, on va essayer de créer avec. Voilà, donc en fait, je vais vous présenter ici, je ne vais pas vous présenter ici tous les projets qu'on a amenés, je vais présenter deux projets spécialement. Un projet qui vient de sortir et un projet qui est en cours, donc un partenariat avec Mes Mains en Or. Mais toute la démarche est accessible en ligne dans un guide qu'on a publié en 2018, un guide pour concevoir des livres multisensoriels accessibles à tous avec la démarche de design participatif. Donc si vous êtes intéressé, les guides se trouvent en ligne. Alors, les projets qu'on a fait dans ce domaine-là, il y avait donc en 2014 les projets coffret Tactipaf. Donc, c'était déjà un défi, hein, parce qu'on s'est dit on va faire un coffret sur la BD pour les enfants aveugles. Donc, c'était pas évident. Et on a fait ça, voilà, dans les cadres des ateliers participatifs. Donc, c'était en 2014. Il y a eu ensuite Hervé et moi, un livre qui est sorti des ateliers d'Hervé Tulé avec les enfants aveugles. Et récemment, les livres sont sortis, mais ça fait depuis 2017 qu'on mène ce projet-là, c'est les livres Petits explorateurs tactiles au muséum. Voilà. Oui, c'est qui veulent explorer. Alors du coup, je vais faire un zoom sur ce projet-là, justement, que c'est les projets plus récents et que c'est les projets qui a eu deux niveaux d'implication, deux niveaux de design participatif. Sur le projet Petits explorateurs tactiles, et après je vais vous parler rapidement du projet qu'on mène ensemble avec Mes Mains en Or, c'est les projets Émotisens. Voilà. Alors du coup, les projets Petits explorateurs tactiles, qu'est-ce qu'on a fait? Tout d'abord, en fait, on voulait créer un livre de médiation, qui pourrait être utilisé dans le muséum pour présenter les objets du muséum de Toulouse. Donc la première chose qu'on a fait, c'était des ateliers de design thinking avec les professionnels. Donc on a déjà, on peut poser les choses, quels sont les besoins, qu'est-ce qu'on veut faire, comment on va faire. On a quelque part créé un peu le squelette de ce qu'on voulait faire dans le livre. Ensuite, on a passé la deuxième étape, que c'était les ateliers de co-création avec les enfants pour construire les illustrations. Et en fait, pourquoi je fais un zoom sur ce projet? Parce que je voulais vous montrer vraiment comment la co-création avec les enfants a permis d'explorer justement ces propriétés qui sont plus tactiles et haptiques et sortir de cet univers visuel. Alors en fait, ce qu'on faisait avec les enfants, c'est qu'une fois, on présentait à chaque fois, pour chaque discipline du muséum, on présentait un objet. Donc il y avait une phase 1 d'exploration de l'objet. En fait, il y avait 2 objets qu'ils exploraient sur chaque discipline. Après, on laissait les enfants choisir, ils étaient toujours un groupe, on laissait les enfants choisir l'objet qu'ils voulaient continuer, l'exploration, et ensuite on le questionnait, mais vraiment sur les propriétés tactiles. La forme, la taille, la texture, les températures, etc. Et ensuite, les enfants construisaient une illustration sur l'objet choisi. Et après, on a mené tout un travail de répertoire, de recherche, en fait, des codages des vidéos, donc là, je donne l'exemple, par exemple, du biface. Donc, les enfants, ils ont touché les vrais bifaces, ils ont dit pas mal de choses, ils ont exploré, donc on a codé un petit peu comment ils ont exploré cet objet. Et à partir de tout ça, donc à partir de ce qu'ils ont dit, les textes du livre a été créé, et à partir de ce qu'ils ont décrit au niveau des propriétés tactiles, l'objet a été créé. Donc, il y avait vraiment cette démarche de on construit avec les enfants. Et on a aussi travaillé, il avait cette idée aussi de travailler autour de la découverte de ces illustrations, comme si en fait l'enfant, il va découvrir, je vous invite à les toucher, hein, le livre, il découvre les objets comme si c'était un scientifique sur le terrain. Et non, on a testé aussi ça avec les enfants, on a demandé ce qu'ils trouvaient. Donc, par exemple, l'archéologie, il faut fouiller, il faut dégager des roches, la paléontologie, donc on fait ça dans le livre, on fait ces actions dans le livre. Voilà.
Et puis alors, les apports en fait de cette méthodologie, c'est que les livres, il est vraiment... Déjà, il a cet éloignement du contexte visuel, parce que c'est pour ça qu'on fait la méthodologie des design participatif. Et c'est une œuvre collective, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'auteur. C'est vraiment une œuvre qui a été construite à partir des idées des premières personnes qui étaient là au atelier Design Thinking et avec les idées des enfants. Et du coup, on garantit à ce moment-là vraiment quelque chose qui est vraiment au plus proche des besoins de ces enfants-là. Et j'essaie d'aller vite. Hein. Je ne sais pas si j'ai combien de temps encore. Peut-être que je vais plus trop vite. Ah, je cours trop là. Alors du coup, le deuxième projet que je voulais vous présenter, c'est un projet qui est un cours, hein, en fait. Et là, c'est autour des émotions. Donc, ça fait combien de temps, Caroline, qu'on s'interroge sur ça? Ça fait 2018 qu'on a fait le premier workshop ensemble avec des professionnels. Donc la première démarche, c'était vraiment avec des professionnels. Déjà, on sait que les émotions sont importantes pour tous les enfants. La question, donc il y a un ensemble de recherches aujourd'hui qui montrent vraiment qu'une bonne compétence émotionnelle a une influence sur plein de sphères de la vie, c'est-à-dire déjà le bien-être, mais aussi tout ce qui est les performances scolaires, les professionnels, tous les contextes professionnels. Donc il a vraiment une relation à l'autre. Voilà, donc il a toute cette partie. Il y a pas mal de recherches là-dessus chez les enfants voyants. Il n'y a rien pour l'instant, au moins ce qui concerne les programmes, un programme vraiment qu'on peut tester et voir si c'est efficace dans le domaine de la déficience visuelle. Donc là, vous voyez bien, on couple bien la psychologie avec le design, parce qu'on veut créer ensemble un programme pour améliorer les compétences émotionnelles des enfants en situation de handicap visuel, parce que ce n'est pas que les enfants aveugles, c'est enfants avec toute déficience visuelle, et puis tous les enfants même. L'idée, c'était de partir justement sur quelque chose qui soit au plus dans le design for all possible. Alors, du coup, l'objectif du projet, parce que c'est un projet de recherche participative, c'est d'une part d'évaluer les compétences émotionnelles, parce qu'on a interrogé les professionnels de la déficience visuelle, c'est-à-dire les psys, les ergos, tous ceux qui travaillent avec des enfants en déficience visuelle. Et en fait, ils disent qu'il n'y a pas d'outils pour évaluer les compétences émotionnelles, et il n'y a pas de recherche là-dessus, il n'y a rien, il n'y a pas de ressources. Et il n'y a pas de choses pour travailler les émotions avec les enfants. Et donc, l'autre objectif, c'est vraiment donc là, on revient encore sur cette méthodologie de design participative parce qu'on veut créer ce programme avec les professionnels et avec les enfants. Donc, il y a plusieurs étapes. Hein. C'est un projet de 4 ans, il vient de commencer. Donc là, on est sur la phase co-création avec les professionnels. Donc Yasmina participe activement à cette phase-là, Yasmina Crabière de la médiathèque de Chambéry. Et l'année 2, on va tester les outils avec les enfants. Année 3, on va vraiment essayer de valider le programme avec les enfants, c'est-à-dire qu'on va faire un avant et après, c'est la méthodologie qu'on utilise. On va voir si les programmes ont vraiment un impact sur les compétences émotionnelles des enfants, avec une méthodologie, avec des méthodes scientifiques qu'on applique pour tester vraiment l'efficacité d'un programme. Donc là, pour l'instant, on est dans cette phase où on fait des ateliers avec les professionnels. Donc on a fait un atelier Design Thinking justement à la médiathèque de Chambéry avec un ensemble de professionnels de tout métier. En fait, c'était des personnes qui travaillent dans le domaine de la bibliothèque. Il y avait Caroline, il avait l'équipe Mémain Nord, donc le côté design. Il avait plusieurs corps de métier dans le domaine médico-social. On a fait aussi une démarche à grande échelle. Là, on avait 109 professionnels en fait, qui ont passé une journée entière avec nous et ils devaient créer un prototype. Ils devaient participer d'un marathon créatif intense. Oui, j'ai des photos, je vais rentrer un petit peu dans le détail. Et après, on va aussi faire des plateformes, des collaborations en ligne. En temps de Covid, il faut faire des trucs aussi à distance. Donc, du coup, là, c'est Marathon Créatif, c'est un marathon qu'on a fait en novembre, justement, avec 109 professionnels. Justement, ils devaient, à la fin, créer un prototype. Donc, il y a eu 13 prototypes qui ont été créés. Et puis, à la fin, on vote les meilleurs prototypes. C'est juste pour donner le challenge un peu au niveau compétition. Et il y a eu vraiment pas mal d'idées. Là, on est dans la phase de convergence un petit peu de ces idées.
Et voilà, moi, j'ai essayé de faire au plus vite, parce que je sais que vous avez tous faim. Oui, c'est ça. Alors, du coup, j'ai mes publications qui sont en ligne avec mes pages. Je ne sais pas si les diapos sont ensuite mis en... Voilà. Et puis, surtout, le guide méthodo qui se trouve en ligne, qui donnerait plus de détails sur les recherches qu'on mène dans ce domaine-là. C'est un lien, qui est justement sur les diapos, mais je peux... mais si on fait une recherche sur Google, on le trouve. Ouais. Okay. Moi, je sais qu'on l'utilise, moi, dès que j'ai des nouvelles stagiaires, graphistes qui arrivent, je leur donne à lire. Déjà. Donc, je trouve que c'est un bon support. Merci. Je suis allée plus vite et je vous ai dit plein de choses, donc vous pouvez me poser des questions. Oui, il y a le temps de questions. Si quelqu'un a une question? Oui. Non, c'est pour la captation vidéo. Merci. Oui, bonjour. C'est vraiment passionnant. C'était une question par rapport à la phase test de ce dernier projet Emotisens. C'est des tests sur tous les enfants? C'est en classe inclusive ou c'est uniquement avec des enfants non-voyants? Non, pas uniquement. En fait, il y a une première phase de test où on va tester les premiers prototypes qu'on va concevoir cette année. Où là, on va faire plutôt... Donc, en fait, il y a même 3 phases de test. Une phase où on va tester des protocoles, tout simplement, des reconnaissances des émotions par le toucher, des choses comme ça. Vraiment plus dans le volet scientifique. Après, il y a des tests individuels qu'on va faire l'année prochaine d'outils, spécialement, par exemple, un jeu qu'on va concevoir. Et après, il y a une autre phase de test qui c'est un groupe où vraiment on va faire 8 séances, par exemple, autour des émotions, avec l'outil qu'on va concevoir ensemble, une sorte de coffret, une mallette. Et donc, ça sera avec un groupe d'enfants, et ça sera les professionnels qui va appliquer donc, ces 8 séances avec les enfants. J'ai dit 8, mais ça peut être 5 ou 6, on n'a pas encore cette précision. Et puis nous, on va venir avant et après pour voir s'il y a eu vraiment une influence sur les compétences émotionnelles, mais aussi sur par exemple, la performance scolaire, pas mal de choses, on peut croiser là-dessus. Et on s'est dit que justement, le coffret, ça serait pas mal qu'il soit un coffret pour utilisation enfants voyants et enfants déficients visuels. Que ce ne soit pas qu'est pour un groupe d'enfants avec une déficience visuelle. Voilà. Donc, au plus large possible. C'est bon? C'est tout? Vous avez tous faim? Bon, merci merci à Danielle qui est venue de loin parce qu'elle vient d'Annecy ou que Yasmina, oui. C'est vrai qu'on a fait, j'ai pas parlé de ça, mais on a fait une enquête juste avant justement de la journée Sarah DV où on a questionné les 109 professionnels sur les émotions. Et puis il y avait 2 résultats très très importants. D'abord, il y avait 92% des professionnels qui disaient qu'ils avaient identifié des difficultés émotionnelles chez les enfants qui travaillent. Et un deuxième résultat, c'est que 70% manquaient d'outils pour travailler les émotions. Donc ces 2 données ensemble nous confortent vraiment sur la démarche. Voilà, il faut créer des outils, il faut faire des choses, quoi. Je crois que dans la déficience visuelle, on manque d'outils en général et qu'on va avoir des sujets encore pour la décennie à venir sans s'ennuyer, voire même pour les 20 prochaines années. Hein. Ça me fait penser au projet sur lequel on travaille, nous, actuellement, sur la sexualité aussi, où exactement pareil, en fait, on constate... on a fait une étude l'année dernière où il manque des outils pédagogiques, soit des livres ou des mallettes pour travailler sur le sujet. C'est sûr. Ouais.
Tu veux dire qu'il y avait des aveugles avant qu'il y ait des sourds, des autistes ou des déficients intellectuels? Non. Oui, tu voulais dire qu'on vivait, donc du coup on vivait plus vieux, ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Je pense qu'on t'a capté. C'est vrai qu'il manque. Bon, bah voilà, d'outils, s'il y en a qui vous cherchez un sujet. Du coup, on a des sujets jusqu'à on a la des fin. Sujets encore. C'est bon, tranquille. Merci, je vous souhaite un bon appétit. Ah, pardon. Ouais, ah non, excuse-moi. Je vais encore prendre la parole. Bonjour. Mais c'était aussi en lien avec ce que vient de dire Yasmina, c'est qu'en fait, Sabrina disait tout à l'heure, j'ai noté, c'est la difficulté comme source de créativité. Et je crois qu'effectivement, si on regarde les choses différemment, on va réussir à faire des choses bien plus intéressantes que voilà. Moi, je parle toujours je dis toujours qu'il faut sortir les gens des cases et je pense qu'en réfléchissant de façon plus large, effectivement, on arrive à des choses beaucoup plus intéressantes qui bénéficient peut-être d'abord aux personnes déficientes visuelles ou déficientes auditives, mais qui bénéficient à l'ensemble de la société. Et c'est ça aussi qu'il faut. Mais même dans les projets que nous on mène, moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est que finalement. Enfin, moi, lorsque je fais ces groupes, que ce soit avec des déficients visuels ou des déficients intellectuels, avec tous ces enfants, c'est eux qui me nourrissent aussi. Et finalement, je grandis et j'évolue grâce à eux. C'est pas moi qui leur apporte quelque chose. Ils m'apportent autant quelque chose que moi, je leur... en fait, voilà, je me nourris d'eux. Et moi, je leur mets à disposition... à mon humble niveau, ce que je suis capable de faire aussi, mais ils me nourrissent bien plus et je pense que c'est comme ça qu'on évolue et qu'on peut continuer à évoluer. Et on peut justement faire les liens avec la démarche scientifique, c'est ça. Moi, j'ai jamais voulu être justement dans cette position d'évaluer les personnes aveugles. On discutait avec Yasmina justement en voiture hier et puis je disais qu'il y a une chercheuse brésilienne qui fait beaucoup cette démarche de chercher avec, de faire de la recherche avec, et qui, une fois, est allée voir des personnes aveugles pour interroger sur des questions de recherche. Et puis, la personne, elle a dit, pour une fois, il y a un chercheur qui vient me poser des questions que je sais répondre, parce que la plupart du temps, vous venez me poser des questions que je ne sais pas répondre. Vous me demandez qu'est-ce que je ne sais pas, en fait. Parce qu'on demande toujours des choses, vraiment un lien avec le monde visuel. Donc, forcément, on est dans un rapport de manque. Parce qu'on manque de ça. Donc là, on va demander justement, et toi, en fait, comme l'exemple de la rivière, et toi, comment c'est une rivière pour toi? Comment valoriser cette expérience? La rivière, c'est comme ça. Et oui, toi, comment c'est ça. Est-ce que tu comprends la rivière des voyants? Non, mais par contre, ma rivière peut être elle est différente. Ok. Merci. On recommence dans 1 heure, alors soyons efficaces. À tout à l'heure.